Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence, merci d'être venus pour assister à cette quatrième petite leçon de ville du cycle de cette année consacré aux équipements publics. Alors sachant qu'il y a déjà eu un cycle sur cette même thématique, c'était en 2017, j'ai compté, nous avons déjà décortiqué 8 grands types de bâtiments municipaux pour en arriver ce soir à cette discussion sur les bains-douches, un équipement assez particulier, assez inévitable dans les grandes villes, mais en l'occurrence, pour être sûr de savoir de quoi l'on parle, les bains-douches dont nous traitons ce soir ne sont pas des équipements de loisirs, mais bien des équipements d'hygiène, à destination notamment des personnes en situation de précarité, voilà, pour reprendre la dénomination de la page consacrée sur le site web de la mairie de Paris. Et pour ouvrir nos discussions, je me tourne vers vous, Fabienne Chevalier, bonsoir. Vous êtes historienne de l'architecture, chargée de la mission inventaire au musée d'Orsay, membre associé du Centre Histoire, Espace et Culture de l'Université de Clermont-Ferrand. Vos travaux portent principalement sur le patrimoine monumental, sur l'histoire des restaurations de bâtiments et sur les architectures nationales pendant l'époque moderne et contemporaine. Mais vous avez également beaucoup étudié les politiques d'hygiène à Paris au XIXe siècle, dont vos recherches ont donné lieu à la publication d'un livre en 2010 qui s'intitule « Le Paris moderne, histoire des politiques d'hygiène 1855-1898 » aux presses universitaires de Rennes et qui vous a valu notamment le prix d'histoire de l'Académie de médecine. C'est bon à noter. Voilà. C'est sur ces questions-là que nous aimerions vous entendre ce soir. Vous allez nous dresser un panorama de la question des politiques d'hygiène, un panorama à grands traits, puisque vous amenez votre présentation jusqu'à la première moitié du XXe siècle, tandis qu'elle démarre sur une évocation bien antérieure, et je ne vais pas le dévoiler, puisque vous allez nous le dire dans un instant. Juste pour lancer votre présentation, disons que la question qui la sous-tend, c'est est-ce que la propreté, les politiques relatives à l'hygiène corporelle, est-ce qu'elles se sont imposées d'elles-mêmes à travers l'histoire ou est-ce qu'il s'est agi d'un long chemin sinueux et compliqué? Vous allez nous expliquer tout ça. On vous écoute, Fabienne Chevalier. Merci David. En effet, si la question de l'attente de la propreté était aussi simple que ça, eh bien ça se saurait et il n'y aurait pas ce très long cheminement et ces magnifiques typologies des établissements balnéaires. C'est ce que je vais essayer de montrer ce soir en remontant en effet dans la très longue durée. Il faut en effet placer cette histoire des bains-douches, et c'est ça qui est intéressant, dans une très longue durée. Et pour ça, pour rendre ça un petit peu vivant sur le plan architectural, j'ai eu envie de vous montrer 3 établissements un petit peu magnifiques et exemplaires et des monuments reconnus dans l'architecture des établissements balnéaires. Évidemment, les bains romains, avec ici les bains de Dioclétien au début du IVe siècle, hein, avec tout l'équipement des thermes romains, avec tout leur savoir-faire au point de vue des canalisations souterraines et des déambulations qui sont nécessaires pour accéder aux thermes dans les différentes salles, où on peut avoir des salles chaudes et des salles froides. Et puis ce côté, c'est un lieu de sociabilité dans la Rome de l'époque, dans la Rome antique déjà. C'est un lieu de sociabilité masculine, évidemment, les thermes à l'époque. Je voudrais vous montrer aussi des bains à Budapest, les bains Széchenyi à Budapest, qui sont construits en 1913. Il y a une grande tradition de bains à Budapest, parce que cette ville bénéficie d'eau thermale. Donc ici, vous voyez un réseau de piscines, de piscines en plein air, piscines couvertes, et puis des bains qui sont au sein de l'établissement. Un établissement magnifique, une architecture entre néo-renaissance et néo-baroque, qui date de 1913. Et puis pour aller dans le nord, où il y a une tradition qui est le sauna, eh bien voilà par exemple une piscine magnifique, un petit peu une icône des piscines nordiques à Helsinki, une piscine des années 20, dans un style art déco. Et vous voyez les galeries, vous voyez des cabines qui ouvrent sur les galeries, des cabines où on peut prendre sa douche et avoir une petite cabine de déshabillage, pas si petite que ça d'ailleurs. Alors en fait, en regardant ces établissements balnéaires somptueux, on se rend compte que finalement, dans leurs versions les plus nobles, elles s'adressaient à l'étente du corps et de l'esprit aussi. Hein. Par exemple, chez les Turcs, dans les bains d'Istanbul, la détente de l'esprit, je dirais même la purification de l'âme est une attente présente dans la fréquentation des thermes. Et
à l'hygiène du corps, qui est une partie des attentes, mais aussi à la vie sociale, à la sociabilité masculine notamment, et également à la santé par tous les bains thérapeutiques qu'on y prend. Alors maintenant, plongeons en abîme à Paris et regardons un petit peu les antécédents des bains-douches, où finalement la tradition des thermes romains ne va pas prendre pied, bien qu'on ait évidemment les thermes de Cluny à Paris, mais au Moyen-Âge, eh bien cette typologie architecturale ne va pas prendre pied à Paris. Au lieu de ça, on va avoir de nombreux établissements d'étuves. Donc les clients vont prendre leur bain dans un baquet en bois. Et comme vous le voyez sur cette illustration, on y recherche beaucoup de choses un peu différentes. La toilette du corps, mais c'est aussi un lieu de plaisir, un Bordeaux, comme on dit au Moyen-Âge, ce qui fait que sous l'effet notamment du catholicisme, eh bien, progressivement, ces lieux dans lesquels il y a un peu trop de débordement de plaisir vont progressivement être fermés au XIIIe siècle. Alors après le Moyen-Âge, du coup, il y a un déclin de la pratique et des établissements de bains dans toute la France et à Paris, et qui va durer pendant toute l'époque moderne, avec une relative renaissance, un début de renaissance au XVIIe siècle, où on voit apparaître certains établissements de bains, et aussi où les gens vont aller pratiquer le bain en rivière. Et également, au XVIIIe siècle, va se greffer là-dessus l'intérêt pour le thermalisme, sur lequel je ne peux pas être très longue dans le cadre de cette présentation. Mais à Paris, deux phénomènes à peu près concomitants vont apparaître durablement. À la fin du XVIIIe siècle, on va avoir des bateaux aménagés pour être traversés par l'eau de Seine. L'eau traverse le bateau, et le bateau est aménagé en cabine, et les gens peuvent venir prendre des bains dans des cuves en bois recouvertes de plomb, des bains chauds en général. Donc ici, vous voyez une illustration de 1760. Les hommes et les femmes sont séparés, et on voit que les cabines sont aménagées dans l'architecture qui transforme ce bateau. Et puis, on a aussi des pratiques de natation dans la Seine. Et on va voir que ces deux pratiques, la natation et le bain chaud ou froid, vont s'entremêler par la suite. Et ils vont ensuite être happés, ces deux objectifs, dans l'idéal de l'hygiène pour tous, qui va progressivement apparaître bien difficilement à Paris, à travers des établissements privés puis publics. Alors j'en viens maintenant à l'époque de la Révolution. Donc juste après la Révolution, on a des pratiques de bain sur la Seine qui se développent énormément, avec des écoles de natation et des bateaux de bain. Et là, vous voyez un tableau d'Hubert Robert qui montre un bateau de bain qui a été construit par Vigier, qui s'est lancé dans la construction de bateaux sur la Seine avec ces bateaux flottants qui offrent des bains flottants finalement. Et en même temps, à terre, vont se développer des établissements de bains qui vont avoir souvent en fait des visées thérapeutiques ou qui vont être des bains orientaux aussi. Alors ici, je vous montre les bains chinois qui existent à l'époque boulevard des Italiens, qui ont en fait été construits dès la fin du XVIIIe siècle et dans lesquels on a toutes sortes de services. On a des bains, on a aussi des massages, de la coiffure, de la pédiluve, de la pédicure, un café oriental. Et puis, on a des établissements de bains qui vont proliférer à partir de la Restauration à cause du percement du canal de l'Ourcq qui amène de l'eau de l'Ourcq à Paris, notamment dans le nord et l'est de Paris. Et il va y avoir 78 établissements de bains en 1831 qui vont fournir des équipements totalement disparates, des bains médicinaux et aussi des douches qui ne sont pas des douches telles que je les montrerai tout à l'heure, qui sont plutôt des espèces de jets qu'on vous envoie dans le corps un petit peu puissant et percutant, et des bains de vapeur et de propreté. Il y a souvent des accidents à l'époque dans ces bains, parce qu'on ne maîtrise pas du tout les équipements balnéatoires dont je vais parler tout à l'heure. Donc en gros, il y a des brûlures parce que l'eau est trop chaude et sort des robinets. Et on a aussi des établissements de natation qui vont intégrer, mais vraiment bien mal,
l'objectif de la toilette. Alors ces établissements de natation et de toilette, ils vont être socialement distincts. À partir de la Restauration, on a le développement de ce qu'on appelle à l'époque les bains à 4 sous sur la Seine. C'est des espèces d'appentis en planche et les gens vont pouvoir aller se baigner dans la Seine, mais il y aura une sorte d'architecture vraiment très simple, faite de planches de bois. Et là, vraiment, c'est les gens les plus pauvres qui vont pouvoir aller se baigner là et soi-disant faire un peu de toilette. Ici, vous voyez une caricature d'Honoré Daumier. Et puis, vous avez des piscines pour les classes favorisées. Et les piscines, elles sont genrées. Il y a les bains Lambert pour les femmes et il y a la piscine de Ligny, enfin les bains de Ligny, tels qu'on les appelle à l'époque, pour les hommes. Alors, les bains de Ligny qui sont installés au niveau de la place de la Concorde, mais amarrés de l'autre côté, eh bien, c'est un grand bassin rectangulaire sur la Seine qui est, comme vous voyez, entouré de galeries de style orientaliste. Et on y trouve des cabines qui sont louées à l'année, aussi des salons qui sont loués à l'année. Par exemple, les fils du roi Louis-Philippe, louent des cabines au bain de Ligny à l'année. Donc, ils fréquentent ces bains, les fils de Louis-Philippe. On peut y faire des soins du corps, des massages, il y a un salon de coiffure, un café, un divan. C'est vraiment la veine orientaliste des bains qu'on trouve à Paris pendant la première moitié du 19e siècle. Et évidemment, c'est l'eau de Seine, et elle n'est pas filtrée, et donc elle est évidemment très sale. Et pendant la monarchie de Juillet, pour une attente qui est quand même plus ciblée sur la propreté du corps, on voit se développer sur un exemple qu'un entrepreneur a vu à Berlin, eh bien, des entreprises qui louent des baignoires à domicile. Alors, il y a des gens vous apportent la baignoire chez vous avec des baquets d'eau. Et ensuite, quand le bain est pris, eh bien, remporte la baignoire. Alors, en conclusion de cette première période, on voit qu'il y a un très grand mélange des genres dans l'approche du corps. D'abord, il y a une confusion très grande entre la natation et la toilette. Et le bain lui-même, il a en fait des buts totalement proliférants. Voilà, on cherche à se détendre, on cherche à faire soit toilette, soi-disant. On cherche aussi à se soigner, il y a une visée thérapeutique. Alors en effet, à l'époque, ça c'est très important, les bains tantôt chauds, tantôt froids, sont conseillés vraiment tous azimuts pour énormément de maladies et beaucoup pour les maladies nerveuses et les maladies des hommes qui ne sont pas suffisamment, solides dans leur tête. On conseille les bains thérapeutiques, les bains froids ou chauds. Et pendant le choléra de Paris en 1832, le bain est conseillé pour soigner le choléra. Vous imaginez un petit peu, qu'est-ce que c'est que le bain à l'époque ? Le goût pour les bains est par ailleurs mêlé avec l'orientalisme et les hommes vont rechercher une espèce de volupté dans la fréquentation des bains. Et ce sont toujours des lieux d'ostentation et de sociabilité. L'hygiène est quand même la grande perdante dans tout ça et ça va changer à partir de 1848 à grand-peine. Alors, de 1848 à 1895, on va voir émerger à grand-peine l'hygiène et sa traduction dans des équipements un petit peu plus lisibles, un petit peu plus professionnels. L'exigence de l'hygiène du corps va transformer les architectures en amenant au premier bain-douche. Et en même temps, la démocratie en devenir pose que ce serait bien d'avoir l'hygiène pour tous. Pendant cette période, les bains-douches vont naître dans les piscines. Et plusieurs avancées sont importantes pour comprendre ce qui se passe. D'abord, les équipements balnéatoires sont très importants. Les tuyaux, les robinets, la pomme d'arrosoir, le bain, tout ça, c'est pas si simple, vous allez le voir tout à l'heure. Et il y a un perfectionnement de ces équipements qui se passe dans les villes thermales, par exemple, au Mont d'Or. Ensuite, chez les militaires, très important, les militaires, la hiérarchie se rend compte que ce serait bien que les militaires se lavent un peu plus. Et il y a un médecin-chef des armées, le docteur Michel Lévy, qui va produire, à partir de 1849, des traités d'hygiène militaire. Donc, dans le champ militaire, on commence à intégrer l'hygiène du corps.
Et puis évidemment, il y a le facteur politique. Louis-Napoléon Bonaparte, qui a vu en Angleterre des établissements gratuits pour la classe ouvrière, va s'engager en France pour l'hygiène pour tous, l'hygiène pour le peuple, pour la classe ouvrière. Ça fait partie de son projet d'hygiène sociale. Et en 1849, son ministre du Commerce, le grand chimiste Jean-Baptiste Dumas, envoie une mission à Londres pour étudier les établissements de bains qui sont dédiés à la classe ouvrière. Les gens reviennent enthousiastes, ils disent mais c'est formidable, à Londres, les ouvriers se lavent une fois par semaine, ils fréquentent les établissements de bains qui sont gratuits ou à bon marché. Une loi est votée en 1851, le rapporteur est un catholique, Armand de Melun, pour encourager les villes à créer des établissements de bains. Et alors, il y a une invention très intéressante, j'étais très contente quand j'étais tombée là-dessus. En 1854, un monsieur qui s'appelle Alexandre Bourgeois d'Orvanne fait vraiment une invention typologique qui ne va pas voir le jour du tout. C'est un établissement moderne. Il imagine de coupler des lavoirs publics et des bains. Donc vous voyez un équipement qui est très moderne pour l'époque, avec toute la machinerie qui est isolée à gauche dans un bâtiment distinct, la machinerie pour réchauffer l'eau. Et puis, au milieu de la diapo, vous voyez vraiment la partie lavoir public au rez-de-chaussée où les femmes vont pouvoir laver le linge. Et au premier étage, en bas, vous voyez les cabines qui sont séparées par un couloir pour distinguer les hommes et les femmes. Et vraiment, là, on a vraiment, en fait, les premiers bains-douches. Sauf qu'ils ne vont pas être construits. Parce que cette invention typologique ne va pas voir le douche, en tout cas pas avec des bains-douches, des lavoirs publics, oui. Et Napoléon III est très engagé quand même au début de son règne. Il veut créer 3 établissements modèles à Paris, il réussit à en faire un, mais il a une vie très éphémère, il ferme en 1864. Et donc cette politique de bains publics à bon marché pendant le Second Empire est un échec. En revanche, à la chute du Second Empire, l'idée de l'hygiène du corps est quand même implantée dans les esprits et aussi dans les traités. J'ai parlé tout à l'heure des traités d'hygiène militaire dont le docteur Michel Lévy inlassablement réécrit des versions quasiment chaque année. Ça devient une véritable somme. Évidemment, il ne parle pas que de l'hygiène du corps, mais il en parle quand même beaucoup. Et comment il faut se baigner, comment il faut faire sa toilette, etc. Et il faut cependant attendre une invention tout à fait déterminante pour que les bains-douches puissent exister un petit peu plus tard. C'est l'invention du docteur de prison, François Méry de la Boste, en 1872. On est après le traumatisme de la Commune. Il y a beaucoup de détenus qui sont des anciens communards. Et ces gens-là, ils surpeuplent les prisons. Donc c'est très sale. Et l'idée quand même de laver le peuple, de laver les prisonniers, se fait jour. Et le docteur Méry de la Boste invente la douche. Il invente la douche. Vous voyez, c'est vraiment de l'eau chaude, je cite le docteur Méry de la Boste, de l'eau chaude tombant d'une pomme d'arrosoir en pluie dans le but d'obtenir la propreté exclusive du corps. Avant, la douche, c'était un jet qu'on envoyait par un tuyau et qui ne tombait pas en pluie et qui ne tombait pas au-dessus de la personne. L'objectif n'était pas vraiment de se laver. Là, vraiment, l'objectif est d'obtenir la propreté du corps. Le but de Méry de la Boste, c'est vraiment clairement de remettre les prisonniers dans le droit chemin et de faire en sorte que, comme ils vont être plus propres, ils vont travailler mieux, ce qui va être beaucoup mieux pour l'État français, la République, en train, avec bien des difficultés, d'émerger. Alors, le bain-douche de Méry de la Boste se diffuse dans l'armée. Ici, vous voyez une brochure publicitaire de 1892 qui montre comment ça se diffuse dans l'armée. Sur la droite, vous voyez encore la douche de Méry de la Boste, qui appelle ça les bains-douches, je le précise, avec la chaudière à gauche pour chauffer l'eau. Et dès le départ, Méry de la Boste veut que cette invention se diffuse pour tous les publics, si vous voulez, et spécialement pour la classe ouvrière.
Et là, ça va être l'œuvre des philanthropes, des médecins et des ingénieurs. À Bordeaux d'abord, en 1892, avec une œuvre assez pionnière qui est fondée par un adjoint au maire, Cazalet, qui fonde l'œuvre des bains-douches. Je passe rapidement puisque ce n'est pas Paris, mais en fait, Bordeaux est très en avance. Et à Paris, une œuvre similaire à l'œuvre des bains-douches est créée par un médecin, le docteur Bouardel, un très très grand médecin, dont j'ai beaucoup parlé dans mon bouquin sur Paris moderne. Mais ce sont les piscines qui restent l'assise de l'hygiène du corps. En effet, il y a un entrepreneur privé, Paul Christmann, qui s'est mis en tête de créer 3 piscines à Paris. Et ça va faire perdre du temps un petit peu aux élus municipaux, vous allez voir. En fait, ces piscines sont créées dans les années 1880 dans des quartiers populaires, rue Château-Landon, rue Rochechouart et boulevard de la Gare. Il n'y a pas de bain-douche, il n'y a pas l'équipement du docteur Delaboste. Mais ces piscines, elles vont être considérées quand même comme offrant aussi à la fois l'occasion d'apprendre à nager et aussi de faire de la toilette. C'est pourquoi les inspecteurs des écoles, très important, un corps qui est créé par la République, eh bien, recommandent que les enfants des écoles les fréquentent. Mais alors, catastrophe, les enfants sortent plus sales que lorsqu'ils y sont rentrés. Et là, on commence quand même à sonner, à tirer la sonnette d'alarme. C'est le constat du docteur Mangenot en 1889 qui dit le premier qu'il va falloir dissocier la piscine et le bain de propreté. Ces réactions obligent le conseil municipal à se positionner et finalement à prendre les choses en main et à faire que les piscines et les bains-douches vont être des équipements publics. Il faut que la ville les finance. Alors, il y a un équipement absolument clé pour comprendre ce qui se passe. C'est la piscine Hébert qui est évidemment construite justement par la ville, de la volonté des élus municipaux, de la 6e commission, très courageux, qui n'arrête pas de travailler. Et on fait la piscine Hébert, dans laquelle il y a un bassin de natation qui, comme vous le voyez, j'espère que vous le voyez bien, on peut prendre sa douche ici, mais il y a une entrée qui aménage une entrée distincte pour la piscine d'une part et pour des bains-douches de propreté d'autre part. Les entrées sont distinctes. Et ici, on a de véritables bains-douches de propreté avec une lingerie ici. Et on a déjà des cabines qui sont les cabines de ce que j'appelle l'âge d'or des bains-douches ensuite, avec une cabine de déshabillage et une cabine de douche proprement dite. Et donc ça, c'est vraiment l'équipement clé qui vraiment qui crée les bains-douches parisiens. Et ces plans-là, ça c'est très important, ils sont signés par un grand monsieur de l'hygiène à Paris, c'est le docteur André-Justin Martin, qui est un médecin et qui est chef du service technique de l'assainissement. Donc c'est vraiment une question très importante à l'époque. Et alors je vous montre ce dessin magnifique qui montre vraiment le premier bain-douche, celui de la piscine Hébert en 1895. Vous voyez déjà l'aménagement qui va être celui du programme type de 1922, dont je parle plus tard. Voilà. Avec l'attention déjà pour les matériaux salubres, c'est-à-dire le carrelage en céramique, ici, très important. On va utiliser des matériaux salubres de plus en plus, ces matériaux modernes, ceux que, si vous voulez, ni l'humidité ni la chaleur n'abîment. Voilà, puis on a des portes en bois. Et on a un espace de déshabillage et ensuite on a l'espace de la douche proprement dite avec la rampe comme celle du docteur Delaboste. Voilà. Et apparemment, dans cette architecture-là, qui ne subsiste pas aujourd'hui, on a un éclairage zénital par la couverture, donc une arrivée de lumière. Alors ça, c'est vraiment le grand succès. Et ce qui permet de passer à l'âge d'or des bains-douches parisiens. En effet, les élus parisiens vont énormément s'investir, les services aussi, dans cette question des bains-douches pour tous. Depuis la piscine Hébert, les piscines et bains-douches sont vraiment clairement des équipements publics. Donc on va faire des plans d'investissement en 1898 pour construire des bains-douches.
et des piscines dédiées aux travailleurs. Mais la Première Guerre mondiale va ralentir le programme. Et puis les élus et les fonctionnaires vont faire des missions dans les grandes villes d'Europe où il y a des bains-douches depuis plus longtemps qu'à Paris, avec de très belles traditions architecturales. Et je vous montre ici la piscine et les bains de Strasbourg qui sont ouverts en 1908. À ce moment-là, Strasbourg fait partie de l'Empire allemand. Alors, je vous demande de remarquer 3 choses. Ce bâtiment public de piscine et de bains-douches, il est traité vraiment comme un monument, avec une rotonde qui forme l'accès à la piscine ou bain-douche, qui, vous voyez, quand même, est traité en employant le langage de l'architecture classique. On recourt quand même encore au grand style, même si le reste du monument est traité de manière assez austère, moderne, si vous voulez, pour l'époque. Et si on emploie la brique, qui est un matériau de l'époque qui est utilisé pour des fonctions sociales comme celle-là. Et puis la piscine, je voudrais juste mentionner que les voûtes à caissons sont vraiment inspirées des termes romains. Donc il y a une très grande dignité monumentale. Voilà ce que je veux vous montrer ici par ces bains de Strasbourg. Et on va voir la différence avec ce qui se passe à Paris, où il y a beaucoup moins d'emploi des grands styles et des réminiscences architecturales romaines. À Paris, si vous voulez, on va avoir finalement une démarche assez pragmatique des élus. Et en 1904, on va ouvrir un établissement balnéaire, l'établissement balnéaire de Belleville, rue des Pyrénées, qui a des ambitions au départ qui sont de créer une piscine au rez-de-chaussée et des bains-douches au premier étage, mais en réalité, on va faire que des bains-douches. Et comme vous le voyez, l'établissement est créé dans un ancien marché, l'ancien marché de Belleville. Vous le voyez bien ici, par ces détails architecturaux. Et en fait, on est vraiment en plein dans l'architecture rationaliste qui emploie la brique, qui est quand même assez austère, qui n'utilise absolument pas les styles classiques et qui est quand même assez sévère à Paris. Et c'est en 1904 aussi, l'année de l'ouverture de cet équipement, que le conseil municipal approuve la création des établissements de la butte aux cailles à proximité d'un puits artésien. Alors le mouvement il s'amplifie parce qu'en 1902 est adoptée une charte de l'hygiène publique et en 1906, la loi Strauss stimule les équipements, la création de bains-douches par des subventions. Et en 1910, c'est vraiment ancré dans la politique municipale. Donc ici, vous voyez une carte des équipements existants et projetés en 1910. Alors vous voyez le fort accent qu'il y a sur le nord et l'est de Paris, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, avec dans cette carte aussi des établissements à venir qui ne sont pas encore construits et qui ne verront pas toujours le jour. Et comme autre exemple de cette époque, on peut montrer les bains-douches associés à un gymnase, rue Jean Jaurès, en 1914, avec un essai quand même de monumentaliser l'architecture de ces bains-douches, qui est quand même une architecture, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu austère, très simple. Là, vous voyez, par la verticalisation des ouvertures, on arrive à quelque chose qui est un petit peu plus de l'ordre du monument. Et puis, il va s'ouvrir une deuxième période de l'âge d'or au début des années 20. 1920, c'est l'année de la création du ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociale, qui évidemment va vraiment encourager aussi ce mouvement de bains-douches. Alors, au niveau parisien, très important, en 1922, on envoie un architecte et un ingénieur, Eubès et Girard, en mission en Alsace et en Lorraine pour étudier les équipements et les installations remarquables et rapporter finalement des préconisations. Alors évidemment, ils voient Strasbourg, que j'ai montré tout à l'heure, et ils font très bien leur travail, ils rapportent un programme type de piscine et de bains-douches qui prévoit clairement que les bains-douches doivent être séparés sur le plan architectural des piscines. Ils peuvent être dans le même équipement, mais bien séparés sur le plan de la typologie. Et ils décrivent très précisément ce que doivent être des bains-douches. Grand vestibule d'entrée, salle d'attente avec des bancs tout autour, plusieurs salles avec des cabines individuelles, des salles à part pour les installations mécaniques.
Il fixe aussi des mesures standards, figurez-vous, pour la taille des cabines. Il prévoit aussi qu'il y a l'espace de la cabine de déshabillage et l'espace où on prend sa douche. Il prévoit même qu'il y a un miroir sur la porte d'entrée dans la cabine et que la porte doit s'ouvrir de l'extérieur. Vous voyez, ils sont très, très précis. Ils sont vraiment dans une démarche déjà fonctionnaliste. Et il prévoit, noir sur blanc aussi, qu'il faut avoir recours à des matériaux salubres, c'est-à-dire des matériaux qui ne vont pas s'abîmer. Qu'est-ce que c'est les matériaux salubres à l'époque? C'est le béton armé déjà, le ciment armé évidemment, et le grès cérame pour les sols. Le grès cérame est vraiment, on le trouve tout le temps dans les bains-douches. Et on en trouve une illustration du programme type de EBS et Girard dans ces bains-douches de la rue Castagnari, avec toujours à l'extérieur cette architecture rationaliste qui est très simple et qui est avec des ouvertures qui sont très simples. Et à l'intérieur, vous voyez le grès cérame par terre, au sol, c'est vraiment ça, c'est le grès cérame. Et la porte qui s'ouvre et la cabine de déshabillage que vous voyez, avec le petit siège pour s'asseoir qui est fixé au mur, ce qui fait aussi partie des préconisations du programme de Eubès et Girard. Et donc il y a une grande austérité. Et cette austérité, elle est un petit peu battue en brèche quand même dans les années 20, un petit peu plus tard, par quelques spécimens. On peut regarder ces jolis bains-douches à l'époque de la rue Saint-Méry, à gauche. Ces jolies bandes de fenêtres et puis ce calpinage de la brique qui fait qu'il y a une recherche décorative plus évidente que dans les premiers établissements. Et puis surtout cet établissement de la rue des Haies qui dénote complètement sur les autres, qui est construit par deux architectes, Henri Gautruche et Georges Planche, qui vraiment introduisent les matériaux les plus modernes, béton armé. Et je montre à droite, vous voyez sur la droite, un détail de la coupole où on voit quelque chose qu'on aime beaucoup à l'époque et qu'on va retrouver à la piscine de la butte aux Cailles dans l'espace piscine. C'est-à-dire le béton armé avec des briques en verre qui permettent un éclairage zénital. Voilà, c'est des choses qu'on aime beaucoup. Et vous remarquez aussi l'emploi de la céramique décorative sur le bâtiment. Et puis aussi un jeu beaucoup plus libre des ouvertures et une recherche d'asymétrie. Et surtout le traitement monumental de l'entrée qui dignifie un petit peu ces bains publics par rapport aux architectures qu'on a vues précédemment. Et alors, dans cette production, et j'en terminerai rapidement, il va émerger une œuvre totalement atypique en 1924, qui est la piscine et les bains-douches de la butte aux Cailles, qui est vraiment conçu comme un établissement balnéaire. Donc, pour reprendre un petit peu les aspirations qu'on a trouvées, j'ai essayé de vous évoquer ça rapidement, dans les autres villes européennes dans lesquelles il y a une tradition beaucoup plus implantée, comme Budapest, Berlin. Voilà, une tradition beaucoup plus implantée d'établissements balnéaires intégrant piscine, bains-douches, bains chauds, etc. Donc on a vraiment cette ambition de l'établissement balnéaire. Qui construit cet établissement? C'est justement un architecte voyer. Voilà, c'est Louis Bonnier qui a fait pas mal d'architecture à bon marché avant de faire ça et qui est originaire du nord de la France et il aime beaucoup la recherche de la tradition dans l'architecture. Alors est-ce que c'est une architecture Art Nouveau? En fait, pour moi, pas tout à fait. C'est plutôt une architecture romantique qui va rechercher la tradition, qui va rechercher une idée de tradition qui n'est pas forcément historique. Vous voyez que voilà, il y a des arcs en plein cintre ici. Ça, c'est tout à fait typique de l'architecture romantique nationale. Et on a une partie qui est le dispositif d'entrée, là, qui est symétrique, avec à droite l'entrée vers la piscine et à gauche l'entrée vers les bains-douches. Et le bâtiment de bains-douches est séparé de celui de la piscine. Et on ne le voit pas très bien sur cette photo d'époque, mais il est beaucoup plus rectangulaire. Et le reste du bâtiment, eh bien, il va offrir des saillies, il va offrir une grande asymétrie. Et ici, on voit apparaître le corps de bâtiment qui surmonte la piscine proprement dite. Alors,
il emploie la brique. Il y a un calpinage de la brique qui est très soigné. Il y a une recherche de volume, de forme ondulatoire ici, hein, dans l'avant-toit ici. Donc on est dans la recherche d'une architecture très chaleureuse, qui est traditionnelle et qui en même temps est un manifeste de modernité parce qu'à l'intérieur, on a une introduction du ciment armé avec ces 7 voûtes dans la piscine. Et vraiment, c'est un espace absolument extraordinaire. Donc on a une sorte de recherche de la tradition dans l'architecture extérieure, et à l'intérieur, dans la piscine, on a une modernité dans le matériau qui est apparent. Le matériau moderne du ciment armé est laissé apparent, et on voit ces magnifiques arcs en ciment armé qui sont comme une œuvre d'art. Alors, très important, ce bâtiment-là, c'est un manifeste à l'époque de la modernité française. Et c'est vraiment une icône. C'est vraiment une icône de la modernité française. Et personnellement, je pense que c'est une réponse moderne à l'architecture de la piscine et des bains-douches de Strasbourg, bien évidemment, parce qu'il y a une grande émulation européenne, pour ne pas dire concurrence à l'époque. C'est la réponse du français Louis Bonnier à l'Allemagne. Une réponse beaucoup plus fonctionnaliste et qui en même temps fait appel à la tradition, notamment dans l'emploi de la brique. Alors en 1929, un nouveau programme de bains-douches est lancé et j'en terminerai par là. Donc dans les établissements qui sont construits dans les années 30, on va avoir un modernisme plus affirmé, modernisme international, si vous voulez, qui va apparaître. Par exemple, cet établissement qui est au rez-de-chaussée au premier étage d'un HBM rue Le Gouvet, qui est inauguré en 1935. Et puis, surtout, c'est cette architecture assez intéressante de la rue de la Bidassoa en 1935, où on voit vraiment le modernisme un peu international. Vous voyez sur la droite, avec les bandes de fenêtres très étirées. Donc là, on recherche vraiment d'être dans le coup de la modernité internationale. Et puis, cet espace de vestibule à droite, qui est très beau, avec de la faïence, matériaux salubres, un matériau moderne, et ces teintes verts qui sont assez détonnantes par rapport aux autres établissements de bains-douches. Donc, je pense avoir été dans les temps. Absolument, à la minute près. C'est parfait. Juste pour conclure, si je peux, David, parce que c'était assez dense, à la fin de cette période, donc on est à la fin d'une période de construction féconde. Et le mouvement va être très ralenti après la Deuxième Guerre mondiale parce que, tout simplement, l'ambition, en tout cas politique, c'est d'amener évidemment les salles de bain directement dans les logements. On sait que ça ne va pas exactement se faire comme ça. Il me semble que la piscine et les bains-douches de la butte aux Cailles sont vraiment le grand chef-d'œuvre parisien et peut-être français de l'établissement balnéaire, en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette recherche de comment faire monument à partir d'une tradition qui, à Paris, est restée, finalement, s'est séparée de la typologie des termes romains pendant très longtemps, comme je vous l'ai montré. Voilà. Merci beaucoup. Merci.